Premier film, Birth de Jonathan Glazer, 2004. C'est un film exceptionnel. Donc Nicole Kidman, qui a le rôle principal, joue une femme qui a perdu son mari. Et ça fait 10 ans. Elle a eu besoin de 10 ans pour s'en remettre. Et on arrive dans le film au moment de ses fiançailles avec son nouveau conjoint. Et durant la soirée de ses fiançailles, il y a un petit garçon qui débarque, un voisin, et qui prétend être la réincarnation de son mari décédé. Et donc en fait, c'est toute cette histoire, c'est son fiancé, qui est ultra conciliant, qui comprend, qui accueille en fait cette nouvelle presque trop bien. C'est Nicole, je ne me rappelle plus de son prénom, dans le film, qui commence à croire à la réincarnation. Il y a une mise en scène qui est vraiment exceptionnelle. Et une scène emblématique où Nicole, qu'on découvre avec une coupe courte, ravissante, descend, donc 2004, ça fait quand même un petit moment, descend dans une salle d'opéra à sa place, qui est bondée, donc elle cherche son chemin. Elle s'assied à côté de son nouveau fiancé, en plan séquence. Il lui murmure quelque chose à l'oreille. Tout ça en continuant à regarder, en regardant ce qui se passe devant elle. Et là, elle est complètement bouleversée. Et voilà, elle voit quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on imagine. Ouais, c'est ça. C'est une scène qui est à peu près la moitié du film, non? Ouais, c'est un moment. En fait, je crois que ouais, c'est ce que tu dis. Elle rentre dans le théâtre. Le spectacle a déjà commencé, donc ils sont en retard. C'est les dernières personnes à rentrer. C'est assez important parce qu'ils se faufilent comme ça. Donc il y a déjà une première gêne. Elle est très gênée dès le départ. J'y s'assoit. Et le zoom commence. Il y a un zoom très 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 lent sur son visage. Si bien que cette salle immense remplie de personnes se réduit pour n'être que le visage de Nicole Kidman. Et ils sont à l'opéra. Parce que derrière, c'est une musique de Wagner. Donc en fait, c'est comme si d'un seul coup, un seul plan pouvait faire un film. Même si effectivement, c'est ce qu'on ressent, je pense, sur le moment, est le produit de tout ce qui se passe avant dans le film. Mais ce qui est très très beau, c'est qu'elle passe par peut-être, je sais pas, 50 expressions différentes sur 2 minutes complètes, quoi. Ouais. C'est assez incroyable. Et après, effectivement, à partir de là, le film bascule parce que je crois que ça représente aussi le moment où le doute qu'elle a sur cet enfant se brouille davantage encore. Donc elle commence à croire cet enfant complètement. Elle croit que ce qui se passe est vrai. D'ailleurs, c'est peut-être vrai. Bon, on ne peut pas le dévoiler. On ne peut pas le dévoiler encore. Ouais. Mais, et là, le film bascule dans quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus dense, de beaucoup plus pervers. Aussi moralement, ça devient très limite. Et on réalise en fait que c'est le portrait de quelqu'un qui n'arrive pas à faire son deuil, en fait. Le deuil du petit ami qu'elle a perdu 10 ans plus tôt. Et puis moi, ce que je trouve génial, c'est que ce mari, ce fiancé qui est là, il est parfait, mais on le déteste. Ouais, parce qu'en fait, il est ultra... Ouais, il est conciliant, il comprend, il est toujours là, il accepte, même si, bon, parfois, il est un petit peu quand même énervé par la situation, de la voir comme ça partir vers cet enfant et créer de la proximité. Mais en même temps, il est là et il accepte. Et pourtant, il est détestable. Ouais, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, on voit que même quelqu'un d'impeccable, de bon sous tout rapport, parfois ça ne suffit pas. Enfin, c'est pas. Il y a des choses inexpliquées dans la vie. Tout à fait. Donc c'est un film sur ça aussi. Lequel ? Je veux bien parler de Crimes of the Future de David Cronenberg, mais la première version, donc c'est un film de 1970. Je pense que c'est un de ses premiers films. C'est un film extrêmement bizarre, parce qu'il a ressorti un film qui s'appelle Crimes of the Future il y a quelques années, 3-4 ans. Bon bref, mais ce premier, c'est un film complètement expérimental qui se passe principalement dans un bâtiment moderniste,
dans lequel on suit une sorte de docteur un peu en dehors du champ je dirais, du scientifique, une sorte de parascientifique. Dermatologue. Ouais, dermatologue. Qui, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il a un look qui est très particulier. On dirait un peu un mannequin Balenciaga de 2024, mais fait en 1970. C'est vraiment cheveux comme ça, longs, les lunettes, carré, visage très émacié, très grand, très fin. Et en fait, il mène une espèce d'enquête dans le film sur une sorte de catastrophe qu'ils appellent une sorte de catastrophe cosmétique qui aurait frappé l'humanité, dont on a du mal à comprendre exactement l'origine. En tout cas, le film essaye d'élucider ce problème, en tout cas cette situation. Et donc c'est un film, c'est une sorte de science-fiction intello, rempli d'interactions très étranges entre les protagonistes aussi. Comme si d'un seul coup, les gens n'avaient plus du tout à interagir les uns avec les autres normalement. Donc, ils ne savent plus comment se parler, ils ne savent plus comment se toucher, etc. Et voilà. Donc prochain film, ça s'appelle The Protagonists, ou Les protagonistes, de Luca Guadagnino, 1999. C'est un film incroyable. Déjà, je pense que c'est clairement son premier film. Ça se voit. Enfin, c'est son premier film, mais c'est évident parce qu'en fait, il y teste toutes les idées qu'il a. Il y en a beaucoup trop. Et c'est ça qui le rend complètement étrange. Donc en fait, et il y a Tilda Swinton, donc, qui est somptueuse, elle a ses cheveux longs, roux, et elle commence le film avec cette image maternelle où elle est avec ses petits jumeaux, ses bébés. Et elle va dans une maison de campagne en Angleterre, ça se passe à Londres, et là elle est un tout petit peu... non, elle est à Camden, elle va dans une maison, et on comprend en fait qu'elle est complètement obsédée par un crime qui s'est passé quelques années auparavant, où deux étudiants de Oxford sont venus à Londres un soir pour tuer quelqu'un, mais complètement gratuitement. Et elle aimerait recréer en fait ce crime en invitant des acteurs de Rome, en discutant avec des journalistes, des médecins légistes, etc., pour recréer en fait le crime de manière hyper spécifique et hyper précise. Et donc en fait, on comprend comment dire, le mécanisme du crime de ces deux jeunes privilégiés. Et en même temps, on en apprend tout autant sur les personnes qui font cette recherche, dont cette protagoniste Tilda Swinton. Et voilà. Et puis, en fait, ce que je trouve fantastique, c'est qu'elle commence le film avec cette figure un petit peu presque religieuse, comme ça, d'une sorte de Marie avec son petit Jésus, enfin, sauf qu'il y en a double Jésus. Et elle termine le film en ayant fait toute cette démarche de recréation de crime, en revenant dans cette maison avec ses bébés, et puis un peu comme si voilà, son quotidien en fait avait pas eu d'interférence malgré son côté complètement fou, parce que ça la rend folle aussi. Et il recrée même des maquettes qui deviennent... Donc il recrée des maquettes de la rue où s'est produit le crime, et tout à coup elle dit « Ah mais il y avait un bus, il manque un bus », et le mec qui a fait les maquettes il dit « Non, le bâtiment se retourne », et en fait ça devient le bus. Et tout ça dans une cuisine, c'est génial. Ouais, c'est ça, c'est un film aussi sur le fait que... Un film sur le fait que la vie aussi est faite et refaite de recréation et de simulation. Enfin, on rejoue certaines choses, on doit répéter certaines choses. Enfin, on pense qu'il y a une forme de naturel dans la manière dont on fait certaines choses. Et en fait, elles font partie peut-être d'une forme de simulation aussi, ou de répétition constante. Ça, c'est assez troublant. Et je pense que c'est ce qu'il essaye de retranscrire dans ce que tu dis au début, dans l'idée que presque dans l'éditing du film, il n'y a aucun choix. Presque. Enfin, il y a beaucoup de choix, mais il y a presque trop de choix. Du coup, il n'y a pas de choix. Enfin, donc toutes les expérimentations rentrent dans le film, donc ça fait aucun sens. C'est même assez fatigant.
Je trouve, moi ça m'a un peu crevé. Ouais. Et il y a aussi cette idée, j'ai l'impression pour le personnage de Tilda Swinton, de vouloir en fait faire venir tous ces nouveaux protagonistes à Londres où elle vit pour faire famille. Il y a comme une sorte de communauté qui se crée autour de son obsession à elle. Et il passe tout l'été quasiment à recréer ce film. Et en fait, on sent que c'est aussi une histoire c'est une histoire qui est portée par le groupe, mais qu'en fait, elle a envie j'ai pas d'autre mot, de faire famille. Donc le prochain film, donc The Last Days of Disco de Whit Stillman. Je crois que c'est 98, mais je suis pas sûr. Notre film des années 90. Donc c'est une période qui, je pense, nous parle beaucoup, en tout cas. Ouais, meilleur film. Ouais. Alors, The Last Days of Disco, c'est l'histoire de deux jeunes femmes, Chloé Sevigny, Kate Beckinsale. Elles sont absolument magnifiques, elles sont incroyables. C'est des wannabe éditrices. Elles veulent percer dans le milieu professionnel de l'édition à New York. Donc elles emménagent à New York, elles trouvent ce stage dans cette maison d'édition. Mais il y a une chose qu'elles adorent faire, c'est le soir, c'est d'aller danser sur du disco. Donc elles retrouvent leurs amis dans un club en particulier, dans lequel elles vont à la fois danser et en même temps parler de façon existentielle des problèmes de l'existence, de la vie, de leurs affres, de leurs histoires amoureuses, de leur vie professionnelle. Et ce qui est très très beau dans le film, c'est qu'en fait c'est le portrait d'un groupe de jeunes gens qui se retrouvent sur la fin d'une période et qui voient l'arrivée de quelque chose de nouveau. Et en l'occurrence, dans le film, ça se passe à la fin des années 80, ça. Donc le disco est vraiment en train de disparaître. Et c'est l'arrivée des mecs en costard, des banquiers, des yuppies. Donc, même certains amis de Chloé Sevigny et Kate Beckinsale se convertissent à ce nouveau mode de vie. Et donc c'est ces confrontations de mode de vie, ce changement, et puis on voit que ces personnes vont prendre sans doute des chemins différents, et on assiste à tout ça. Et effectivement, le film est parsemé de scènes de danse absolument incroyables, avec une playlist complètement folle. Chloé Sevigny est impeccable, je pense, de A à Z. Enfin, il n'y a pas une scène dans laquelle elle n'est pas excellente. Et le film est juste, les dialogues sont extrêmement bien écrits, c'est extrêmement drôle. Et il y a plein d'idées, plein de trouvailles de mise en scène qui sont, je pense, irrésistibles. Genre le moment où elles cherchent un appartement et elles finissent par trouver un appartement, on appelle ça un railroad apartment. Donc c'est un appartement dans lequel on doit passer par toutes les pièces pour aller dans une autre pièce. C'est un appartement sans couloir. Donc rien que cet appartement, l'idée d'avoir un appartement comme ça fait un film, parce qu'en fait, les personnages sont toujours obligés de se croiser, donc il y a toujours des problèmes. Voilà, je crois que c'est pour... Ouais. Non, puis Chloé Sevigny, elle arrive toujours à avoir l'air prude, malgré en fait un personnage qui ne l'est pas du tout, mais elle a ce jeu en fait qui est hyper contenu, et même dans la manière dont elle danse, en fait, c'est retenu et en même temps c'est hyper érotique. Ouais, c'est un film très elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Ouais.